Bonsoir à tous, merci pour votre présence ce soir à la deuxième édition des rencontres d'auteurs qui ont lieu dans le cadre du prix littéraire Sayonara, donc qui est un prix littéraire manga qui fête ses 11 ans cette année, qui est un prix littéraire porté par la ville de Sens. Le département a souhaité pour la deuxième année consécutive renforcer son soutien à cette manifestation et donc a souhaité organiser par l'intermédiaire de la médiathèque départementale ces résidences d'auteurs. Cela donne l'occasion de faire découvrir tout l'intérêt, l'univers du manga et les métiers inhérents au manga. Et cette année, le département a souhaité mettre à l'honneur le métier de traductrice. Donc nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous ce soir Anaïs Coquelin, Fédoie Lamodière et Marie-Lou Leclerc. Avant de laisser place aux échanges et aux questions, parce qu'on souhaite vraiment que cette table ronde puisse être interactive avec vous présents ce soir dans la salle, mais également sur les réseaux sociaux. Voilà, Cédric vous en dire un petit mot tout à l'heure. Je souhaite remercier particulièrement la ville de Sens et notamment l'équipe projet Sayonara avec qui il est toujours extrêmement plaisant de travailler. Et je souhaite également remercier toute l'équipe du cabaret L'Escale à Migène qui nous reçoit ce soir et qui est un de nos partenaires réguliers sur nos actions culturelles au département. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, donc avant de commencer, juste un rappel pour les gens dans la salle, nous sommes en direct live sur Facebook, donc vous étonnez pas si des fois on a des questions à poser depuis le live Facebook, on posera les questions. N'hésitez pas à vous manifester aussi quand vous avez une question à poser à une des traductrices ou aux 3 traductrices. Voilà. Donc on va commencer par une petite présentation. Je vais vous laisser vous présenter chacune votre tour. Bonsoir, donc je m'appelle Marie-Lou Leclerc, je suis traductrice depuis 2017, donc j'entame ma 7e année actuellement. Je suis traductrice d'animé et de manga, j'ai commencé donc par le sous-titrage d'animé et depuis 2019 je traduis des mangas. Voilà, je suis aussi interprète, donc voilà, quand il y a des invités japonais qui viennent à des conventions type Japan Expo, je suis à leur côté pour traduire pour eux en direct ce qu'ils ont à dire. Voilà. Et devant toi, là, on voit 2 titres récents, donc Les Promeneuses de l'Apocalypse aux éditions Doki Doki, un récit post-apocalyptique de 2 jeunes filles qui voyagent en moto à travers un Japon complètement dévasté, mais avec la nature qui reprend ses droits. Et donc One Dance, qu'on voit ici, qui fait partie, il me semble, de la sélection. Qui est en sélection Sayonara Seinen cette année. Voilà, un manga sur la danse de rue, type le hip-hop et le breakdance. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu nous voir. Moi, je m'appelle Fédoie Lamodière. Je suis traductrice de manga depuis 2001, donc ça fait 22 ans. Et je me suis occupée de la traduction de, du coup, pas mal de titres, dont le plus connu, c'est Dragon Ball. Et sinon, j'ai aussi traduit Seven Deadly Sins, Jujutsu Kaisen, Ranma and Me, Sailor Moon, des titres un peu rétro aussi. Et voilà, par contre, je n'ai fait que de la traduction de manga. J'ai fait un tout petit peu d'animé, mais vraiment pas beaucoup de sous-titres. J'ai traduit quelques light novels. Ce sont des romans destinés à un public adolescent, mais qui sont adaptés de licences manga. Donc j'ai traduit les romans de Fairy Tail, de Seven Deadly Sins et de l'Attaque des Titans. Et voilà, j'ai aussi traduit quelques albums jeunesse, des albums pour enfants, pour les éditions Nobi Nobi. Et à côté de ça, j'ai aussi mon activité d'auteur de manga. Donc je dessine et j'écris mon propre manga qui est sorti au mois de juin 2022, qui s'appelle Pilgrim. Voilà.
Et bonsoir à tous. Je m'appelle Anaïs Quéclin, je suis traductrice depuis 2009, donc ça fait 14 ans maintenant. Je traduis des titres plutôt seinen, donc un peu plus confidentiels que les titres de Fédois. Néanmoins, actuellement, je suis la traductrice de Junji Ito aux éditions Mangetsu, donc c'est du manga d'horreur. Je traduis un peu chez la plupart des éditeurs. Chez Casterman, là, on a Candian Cigarette, qui est plutôt un espèce de pastiche d'action très sympa. Voilà. Je traduis aussi du webtoon. Et puis. Et oui, tout à fait. Et oui, je fais partie d'un studio, en fait, d'un collectif de traducteurs, de lettreurs et de correcteurs qui travaillent ensemble pour l'adaptation du manga. Donc, c'est vrai que je connais un peu toute la chaîne éditoriale. Et puis, je travaille en collaboration étroite avec les éditions Mangetsu en interne pour gérer tout ce qui est production, planification, gestion des équipes, etc. Donc, si jamais vous avez des questions sur l'édition manga en général, n'hésitez pas. J'aurai sûrement quelques éléments de réponse à vous donner. Voilà. Oui. Donc, première question, comment on arrive à être traductrice de manga ? Comment on y vient ? Alors, je pense qu'on a 3 expériences différentes, du coup, parce que comme on est rentré dans le monde du manga à des époques différentes et que le manga n'a pas eu forcément la même popularité aux mêmes époques, là, en ce moment, il y a beaucoup de travail, donc c'est plus facile de rentrer qu'à l'époque, peut-être, de Fédois, où moi, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup moins de place. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé comme ça, à la fin de mes études de japonais. On m'a proposé de traduire un manga, et en fait, je l'avais fait comme un petit job à côté, à l'époque, parce qu'on allait partir au Japon pour vivre là-bas, et j'espérais pouvoir avoir des petits sous de côté en traduisant. Et puis petit à petit, en fait, les commandes se sont accumulées et je me suis mise à en faire de plus en plus. Et puis au bout d'un moment, quelqu'un m'a dit mais en fait, t'es traductrice. Et je me suis dit bah oui, en fait, je suis traductrice. Ça s'est passé comme ça. Donc c'était pas prévu au départ, mais pour moi, c'était ça. Alors moi, c'était pas prévu au départ du tout non plus. Ça s'est fait par un concours de circonstances. Moi, j'ai commencé à apprendre le japonais parce que j'étais fan de manga, parce que je voulais publier mon manga, aller vivre au Japon pour sortir mon manga. J'ai entamé mes études dans ce but-là. Et pendant que je faisais mes études de japonais, j'ai une camarade de classe qui a été engagée chez un éditeur de manga et qui m'a proposé comme ça de remplacer une traductrice pour un tome, le tome 3 d'une série sur Pokémon. Et c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans la traduction. Ça s'est plutôt bien passé. Après, j'ai fait d'autres petits remplacements par-ci, par-là. Et au bout d'un moment, ma copine m'a dit est-ce que tu veux ta série attitrée et t'en occuper depuis le début ? Je dis en fait, ouais, ça me plaît bien la traduction. On va continuer là-dedans. Et puis, j'ai jamais arrêté. Voilà. Alors pour moi c'est un peu différent parce que j'ai pas commencé directement par le manga mais par les animés. En fait pendant mes études de japonais à la fac, il y avait une journée sur le Japon et le département japonais de l'INALCO avait fait venir Olivier Fallet qui est donc qui est chez Crunchyroll, qui est le représentant de Crunchyroll France. Il avait fait une conférence sur l'animation japonaise. Je suis allée le voir à la fin de la conférence pour lui dire mais en fait on fait comment pour traduire chez vous. Et donc il m'a conseillé de regarder le site, les offres d'emploi, et un jour, il y a une offre d'emploi pour trouver des traducteurs. C'est comme ça que je suis devenue traductrice chez eux, d'abord de sous-titrage. Puis, c'était... En 2019, il y a eu l'animé Kaguya-sama, Love is War, qui est sorti chez Wakanim, pour qui je travaillais aussi à l'époque, qu'on m'a proposé de faire donc l'animé. L'animé a bien marché et en fait, en 2020, 2021, je ne sais plus, 2020, Pika est venu me voir, donc une maison d'édition de manga, pour me dire qu'ils avaient acheté les droits d'édition de Kaguya-sama en manga. Et ils m'ont proposé de faire le manga et c'est ça qui m'a vraiment lancée. Voilà. Crunchyroll, une plateforme d'animation sur Internet. Une plateforme d'animation japonaise où ils diffusent des épisodes d'animé 1 heure après le Japon. Voilà, toutes les semaines. Oui, ça s'appelle du simulcast. Voilà. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas 1 heure pour traduire l'épisode. Voilà. Comment s'est déroulée votre première traduction ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'on rencontre des problèmes tout de suite ? Est-ce qu'on est stressé ?
Ouais, c'était horrible. En fait, quand j'ai été choisie par Crunchyroll pour travailler avec eux, ils m'ont dit écoute, pour l'instant, on n'a rien pour toi. On était en novembre, donc c'était en plein milieu de la saison. On fonctionne par saison, donc comme été, printemps, hiver, voilà, c'est sur 3 mois. Donc la saison d'automne avait déjà commencé. Il n'y avait plus rien. Et ils m'ont dit tu commenceras en fait cet hiver, donc en janvier. Sauf que, donc janvier 2017, sauf que 2 semaines plus tard, mi-novembre, on me fait mais en fait, on a une petite série catalogue qui sort. Ça vient d'un jeu mobile inconnu au bataillon, un truc, voilà. Est-ce que tu veux le faire? Je l'ai fait et c'était bourré de références de jeux vidéo, des choses comme ça. Je ne maîtrisais pas encore très bien le logiciel d'animation. Il me fallait à chaque fois 3 jours pour faire 5 minutes. C'était absolument horrible. Mais j'ai tenu bon et j'ai fini par démarrage à la dure. Démarrage à la dure. Et puis, on m'avait rien expliqué. D'habitude, les gens avaient des pseudos, les traducteurs à l'époque. Moi, on m'a direct mis mon prénom, on m'a rien demandé. Enfin, c'était vraiment un peu à l'arrache. C'était très drôle. J'étais directement dans le bain, voilà. Mais c'était très intéressant et ça m'a bien forgé. Ouais, c'était beaucoup plus cool mes débuts parce que voilà, j'ai fait ce remplacement sur une petite série Pokémon Shoujo qui était toute mignonne, c'était vraiment pour enfants. Donc en plus je maîtrisais très très bien les Pokémon. À l'époque il n'y en avait que 151, c'était très facile. Donc il fallait juste faire quelques petites adaptations parce que la particularité c'est que tous les Pokémon parlaient sauf Pikachu. Pikachu lui disait toujours que son nom, mais tous les autres y parlaient et Mélofée avait un petit cheveu sur la langue, donc il fallait un petit peu modifier les phrases pour le faire un petit peu zozoter, mais à part ça c'était vraiment très, très simple. Après donc mon deuxième remplacement c'était sur Ranma ennemi, qui est une série déjà beaucoup plus compliquée parce que c'est très drôle. C'est une série qui est basée sur l'humour, il y a des gags quasiment à toutes les pages et c'est ce qui est le plus dur je trouve dans l'introduction, c'est l'humour, c'est conserver les jeux de mots, les gags et tout ça, donc ça a été un peu le level au-dessus. Et ensuite je suis passée à une série qui s'appelle Rave de Hiro Mashima, donc c'est l'auteur de Fairy Tail, et là pour le coup c'était une série de fiction, un univers fantasy, donc déjà tout un lexique et un univers à mettre en place, et c'était vraiment passionnant. Parce qu'il faut vraiment s'approprier les termes et trouver des mots français qui vont bien coller à l'univers. Et ça a été très très formateur. Et c'est vrai que du coup, je me suis vraiment engouffrée dans le genre fantasy. C'est un genre que j'adore moi aussi personnellement. Et c'est vraiment le genre que j'ai préféré traduire tout au long de ma vie. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que beaucoup d'entre nous en fait, sont formés sur le tas. Au final, il y a des filières de traduction maintenant dans les masters, mais il n'y a pas de spécialisation manga à ma connaissance. Je sais qu'il y a des spécialisations jeux vidéo, mais pour le manga, non. Après, on n'est pas non plus très nombreux sur la place, donc je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de besoins, mais on apprend tous un peu comme ça sur le tas. Et c'est un peu le souvenir que j'ai aussi, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'avais des délais confortables, il n'y avait pas de problème. J'ai commencé sur une série shoujo chez ce qui était à l'époque Asuka et qui est devenu Kazé et puis qui est maintenant Crunchyroll. Ils ont beaucoup changé de nom je pense que si je rouvrais ces mangas maintenant, je hurlerais en regardant ce que j'ai fait à l'époque. Quelque part, on a fait nos armes un peu en démarrant, mais ouais, je mettais super longtemps pour traduire ce que je ferais maintenant hyper rapidement. Donc on s'est tous un peu formés comme ça. Ouais. Et comment ça se passe pour avoir un manga à traduire est-ce qu'on va le chercher chez l'éditeur, le manga? Est-ce que c'est lui qui vient nous chercher c'est un peu ça peut être un peu les deux en fait. Techniquement, quand on démarre, si on veut mettre le pied dans la porte, on démarche beaucoup en fait pour réussir à se faire embaucher. Puis souvent il y a un essai de traduction qui est demandé par l'éditeur pour voir un peu quel est notre niveau, que ce soit en japonais ou en français, parce que c'est aussi ça qui est l'exigence. Hein. Savoir parler japonais c'est très important, mais en fait ce qu'on nous demande c'est aussi d'être excellent en français, d'avoir aussi une plume, d'être capable de rendre bien les émotions et tout. Et puis, du coup, si l'essai marche, on est pris et puis on nous donne petit à petit peut-être plus de séries si tout se passe bien. Maintenant, quand on a un peu plus de bouteilles et qu'on a fait beaucoup de choses, ça arrive quand même régulièrement que les éditeurs viennent nous voir eux-mêmes pour nous proposer des séries. Et puis, quand on connaît un peu de monde, on peut aller voir les éditeurs et leur dire, dis donc, j'aimerais bien faire ça, ou est-ce que tu ne rajouterais pas ça à ton catalogue? C'est pas souvent, hein, mais ça peut arriver. Je sais que moi, chez Akata, où j'ai traduit tous les Furuya, c'est nous qui étions arrivés avec notre petit dossier en disant, vous voudriez pas traduire
traduire Saltinès, c'est super bien. Et puis Bruno, en fait, l'avait repéré aussi. Et du coup, ils nous ont recontactés en nous disant, allez, c'est parti. Donc ça peut arriver de temps en temps. Tous les scénarios sont un peu possibles. Ouais. Est-ce qu'on suit un auteur? Est-ce qu'un auteur va être publié, par exemple, chez plusieurs éditeurs? Est-ce qu'on va être amené à le suivre quand même? Est-ce qu'on nous rappelle ou pas? Alors ça dépend vraiment des éditeurs, parce que assez souvent, malheureusement pour nous, un auteur de manga ne va pas être forcément publié tout le temps par le même éditeur français. Et la plupart du temps, à part quand l'éditeur est vraiment très scrupuleux, l'éditeur français ne va pas aller regarder les autres titres. Ils ont été traduits par qui, en fait? Ils vont pas aller chercher le nom du traducteur de cet auteur-là. Ils vont proposer la série à un de leurs traducteurs habituels, voilà, en fonction des disponibilités de chacun. Et c'est arrivé assez rarement que on me dise, ah bah tiens, t'as traduit ça de tel auteur, du coup occupe-toi de cette nouvelle série. Les éditions Kyun ont fait ça une fois. J'avais traduit pour Taifu une série qui s'appelait Plus Anima de Natsumi Mukai. Ensuite Kyun a acquis la nouvelle série de cet auteur-là qui s'appelait Nui. Et c'est même pire que ça, ils avaient attribué le tome 1 déjà à un traducteur. Et ensuite ils m'ont engagé, ils m'ont dit, ah mais au fait c'est toi qui as fait Plus Anima, bah désolé, on retire la série, le traducteur, et finalement c'est toi qui vas la faire. Donc c'était un peu extrême, mais voilà, il y a certains éditeurs pour qui c'est important que chaque auteur soit suivi par son traducteur. Bon, pour nous les traducteurs, ça nous paraît évident et logique, parce que on s'habitue vraiment au style d'écriture d'un auteur en japonais. On connaît aussi tout son univers, donc souvent ils aiment bien faire des petits clins d'œil à leurs séries précédentes dans les nouvelles séries. Quand on a travaillé sur l'ensemble de l'œuvre de l'auteur, forcément on a toutes les références, tous les clins d'œil en main, donc c'est très confortable pour nous, mais voilà, malheureusement c'est pas toujours possible. Au sein d'un même éditeur, oui, par contre c'est vrai que ça arrive que les éditeurs aient leurs propres auteurs de prédilection. Pour Junji Ito, c'est vrai que c'est toujours moi qui l'ai fait, et en effet quand on connaît bien l'univers de l'auteur, on est un peu les mieux placés en fait après pour le traduire, mais entre éditeurs différents, pas forcément. Oui, parce qu'en fiction, en littérature, en fiction, on va souvent retrouver le même traducteur pour le même auteur. Donc voilà, on peut se demander si... Là, c'est vraiment une question d'achat des droits, quoi, souvent. Pas vraiment d'achat des droits, mais plus des éditeurs avec leurs affinités avec leurs propres traducteurs. En général, ils restent fidèles avec leur liste de contacts et ils vont pas forcément voir ailleurs, sauf cas d'extrême nécessité. Qui peut se passer en ce moment, parce qu'il y a quand même une sacrée pénurie de traducteurs. Oui. Donc maintenant, je sais que les éditeurs, je le vois bien quand je travaille avec Mangetsu, on cherche tout le temps des gens. Donc en fait, le camp est un peu retourné sur la question. Donc peut-être que ça va changer des choses dans les années à venir, là, ce sujet-là. Traducteur, c'est vraiment une niche. Il y a peu de monde sur la place. Non, il y a du monde, mais en ce moment, en fait, la demande est exponentielle, parce que depuis 2020, là, on a une augmentation de la production qui est énorme, en fait. Et apprendre le japonais, ça prend quand même des années et des années. Savoir le traduire, savoir parler le japonais, ça ne veut pas dire savoir le traduire, en plus. Donc, tous les diplômés de toutes les universités de japonais ne produisent pas forcément des traducteurs de japonais ou de manga aussi, parce qu'il faut connaître l'univers, c'est pas seulement ça. Et du coup, en fait, il y a plus de production qu'il n'y a de traducteurs pour traduire tout ce qui est demandé là en ce moment. Oui, et puis de plus en plus de titres produits et paraissent chaque année, donc il faut pouvoir suivre derrière. Combien à peu près, pour chacune d'entre vous, de mangas traduits par mois? Quel rythme de traduction Alors par mois, ça dépend des mois. En général, moi, c'est 3, voire 4, voire plus si vraiment c'est compliqué. Mais en général, j'essaie de ne pas dépasser les 3-4. Voilà, par mois. Et en plus, j'ai 2 animés par saison, donc 2 épisodes à traduire par semaine. Moi, je suis plus à plein temps sur la traduction, parce que je fais le dessin à côté. Donc, c'est vrai que là, actuellement, je suis plus à 4 titres par mois. À l'époque où j'étais jeune et folle, je pouvais aller jusqu'à 7 titres par mois, et je ne vous le conseille pas pour la santé mentale. Et physique. Faites pas ça chez vous, les enfants. Mais c'est vrai que la moyenne, souvent, c'est une semaine pour faire un manga à peu près. Après, ça dépend vachement des mangas, c'est ce que je disais. En moyenne, un manga fait 190 pages, mais il y en a qui font beaucoup plus.
ben là, Tomie, ça fait 750 pages, donc forcément, on ne le traduit pas en une semaine. Et puis, il y a des mangas qui sont plus ou moins difficiles. Comme j'expliquais dans les rencontres ce matin, un manga pas bavard du tout, il peut faire 5000 à 6000 mots. Un manga très bavard, il peut en faire 15 000. Donc, ça donne quand même une idée de l'échelle, l'amplitude qu'il y a sur la quantité de travail. Et puis, même un manga pas forcément bavard peut être extrêmement technique et prendre 2 fois plus de temps qu'un autre manga où ça va être du japonais très simple, des situations très simples, pas de référence, pas de jeu de mots, etc. Oui. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou pas Est-ce qu'il y a un manga que vous auriez aimé traduire? On amène un micro aussi pour la captation vidéo qu'on puisse entendre. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un manga que vous auriez aimé traduire? Je réponds. Alors moi, oui, on va répondre toutes les trois. Je pense on a chacune nos affinités différentes. Moi, je suis très axée seinen, voire même gekiga. Et du coup, moi, je suis très très fan de l'auteur Kamimura, qui a sorti Lorsque nous vivions ensemble, Le Club des divorcés, etc. C'est des planches qui sont magnifiques. J'aimerais beaucoup un jour avoir l'occasion de traduire quelque chose de cet auteur. Voilà. Moi, je suis très shonen, par contre. C'est shonen mainstream. Et le manga que j'aurais adoré traduire, c'est Hunter x Hunter. Ce sera mon grand regret de ma vie. Et l'autre, pour le coup, c'est pas du shonen, mais c'est un manga que j'adore, que j'avais demandé à Glénat en plus à l'époque. C'est Berserk. Et c'est aussi 2 séries dont on ne verra certainement jamais la fin. Donc, voilà. Moi, dans mon cas, c'est Oshinoko, qui est chez Kurokawa, parce que voilà, c'est du même auteur que Kaguya-sama. Je voulais suivre cet auteur jusqu'au bout. Je suis une grande fan d'Oshinoko, donc voilà, je pleure un peu tous les soirs. non, mais voilà, c'est un manga que j'aime particulièrement, un auteur qui me touche beaucoup, et j'aurais adoré pouvoir le suivre pour toute sa carrière. Donc, qui sait, peut-être pour un 3e manga, j'aurai l'occasion de. Mais voilà. Et surtout que tu travailles sur son manga et sur son anime. Voilà, Kaguya-sama, c'est vrai que j'ai l'exclusivité. Ça, c'est très rare qu'un traducteur d'animé puisse avoir le manga. En général, les éditeurs de manga ne pensent pas forcément aux traducteurs d'animé. Moi, de plus en plus. De plus en plus maintenant, mais parce qu'il y a de moins en on est trop peu nombreux. Mais c'est très confortable pour eux aussi, parce que forcément, le traducteur a une expertise sur la série qu'il traduit. L'ambiance, donc, on a déjà fait tout le lexique, en fait. On a déjà pré-traduit pour le manga aussi, même s'il y a des différences entre l'animé et le manga. Souvent, il y a des ajouts dans le manga qu'il n'y a pas forcément dans l'animé, ou l'histoire qui bifurque et qui est différente. Mais oui, de plus en plus on nous appelle, mais moi quand j'ai eu Kaguya-sama à l'époque, c'était très très rare. Une autre question là-bas, oui. Donc, on a bien compris que les mangas, c'était une spécialité japonaise à l'origine, mais aujourd'hui, finalement, compte tenu de l'engouement des Français, entre autres, et des Européens, est-ce qu'on peut dire le pourcentage des mangas faits par des auteurs français? Et voilà, je m'interroge. Voilà, Merci Grand-Ma pour cette question. Voilà, le pourcentage, je ne saurais pas dire. Le manga français prend de plus en plus de place, parce que y a vraiment une génération de jeunes auteurs qui ont grandi avec le manga, qui maîtrisent les codes du manga, de narration, du style de dessin. Et c'est vrai que là où c'était très 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 confidentiel pendant plein d'années, même c'est pour ça que moi je voulais partir au Japon pour sortir mon manga, parce qu'il n'y avait pas du tout de public en France. Maintenant, le manga français est vraiment reconnu par les éditeurs. Il y a des éditeurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Par exemple, les éditions Ankama, ils éditent beaucoup d'auteurs français. Il y a les éditions Kana aussi qui ont signé beaucoup d'auteurs cette année. Il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver aussi en 2023, voire en 2024. Il y a certains titres qui marchent vraiment très bien. Il y a la série Reaper de Geronimo Sejudo qui se vend super bien. Space Punch de ZD aussi. C'est des titres qui ont rencontré un certain succès, alors qu'il y a encore quelques années, le manga français était un petit peu méprisé par le public et les lecteurs en disant c'est pas du vrai manga, si c'est pas japonais, c'est pas du manga, on peut pas appeler ça du manga, alors que le manga, encore une fois, c'est un style narratif, c'est des codes graphiques, et si on fait du manga et pas de la BD franco-belge,
Pulse, c'est pour une bonne raison. C'est parce que c'est ce format-là qui nous plaît. C'est comme ça qu'on a envie de s'exprimer. Donc voilà, j'espère, en tout cas, dans mon petit cœur d'auteur, que le manga français va prendre de plus en plus de place et pouvoir vous proposer des séries de qualité à l'avenir. On a un peu l'impression quand même que chez chaque éditeur, il faut avoir son mangaka français. Je ne sais pas si c'est votre ressenti ou pas, mais... Il y a des éditeurs que ça ne tente pas du tout. Kurokawa, par exemple, ils ont dit que ça ne les intéressait pas de faire de la création. Il faut savoir que c'est très cher aussi de faire de la création. L'achat de licences de manga japonais, peut-être que tu as plus de chiffres, toi ? Oui, c'est vrai qu'il y a des différentiels énormes en fait selon les séries. Il y a des séries qui peuvent se négocier au tome, c'est des trucs à 6 chiffres. Hein. Et puis tu as des séries qui vont être à quelques milliers d'euros en fait, à se négocier. Donc c'est vrai que l'investissement n'est pas forcément aussi grand qu'une création complète. C'est sûr que pour les éditeurs, c'est pas le même risque. Et puis en plus, je pense qu'il y a aussi la question de est-ce que ça va se vendre derrière. Il faut être sûr de ça. À chaque fois qu'il y a un choix éditorial qui est fait, il y a aussi cet enjeu-là, quoi, parce que c'est beaucoup d'investissements financiers pour les éditeurs. S'ils ne retombent pas sur leurs pattes derrière et qu'ils vendent 300 tomes, forcément pour eux, ça ne va pas être... Donc je pense que tout le monde se regarde un peu en chien de faïence en regardant si ça démarre. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et puis en plus, le lectorat le demande. Donc quelque part, je pense que naturellement, on va y aller en fait. En règle générale, c'est une amie éditrice qui m'a dit ça. L'achat de licence, c'est un petit investissement et un petit retour sur investissement, alors que la création, ça va être un gros investissement au départ et un énorme pari, parce que là, si ça fonctionne, ça va vraiment rapporter beaucoup, beaucoup. Mais on ne peut jamais savoir ce qui va fonctionner ou pas. Oui, tandis que sur les mangas, quand on les achète et quand les droits sont négociés, on a déjà une visibilité sur le public japonais et la réception des œuvres. Tandis que là, il faut se lancer un peu dans le bain et faire un travail complètement différent au niveau de l'édition. C'est vrai que les éditeurs japonais, eux, ils ont l'habitude de travailler autrement que des éditeurs qui vont faire de la création pure. C'est-à-dire qu'eux, ils regardent ce qui marche, ils voient peut-être même si ça a été publié dans d'autres pays et ils ont déjà une petite visibilité sur comment ça va fonctionner. Même ils peuvent voir au niveau du public de fans si déjà ça circule. Ils savent les attentes aussi des fans, tandis que sur une création totale, on est dans l'inconnu en fait. C'est un autre savoir-faire, je pense. C'est aussi pour ça que certains hésitent à se lancer là-dedans. Ouais. C'est pas le même travail en fait. Et vous avez toutes les trois, je crois, une expérience de vie au Japon plus ou moins longue. Non ? Jamais ? Juste des voyages ? Moi, non, j'ai jamais vécu au Japon. J'y suis allée plusieurs fois pour des vacances et tout, mais non, je ne peux pas... Est-ce que c'est important pour s'aider dans la traduction d'avoir été immergé un peu dans la civilisation japonaise ? Je pense que ça aide. Après, effectivement, c'est pas indispensable. Enfin, on peut quand même être une excellente traductrice et pas avoir vécu au Japon. Ça aide. Je me rends compte, ça fait très longtemps que je suis pas allée au Japon. Je me rends compte que y a beaucoup plus de termes que je vais chercher sur Internet. Pour s'actualiser sur la langue, ça joue beaucoup. Après, je pense qu'on peut aussi... moi, j'y ai vécu pendant un peu plus d'1 an, mais en fin de compte, c'est rien à l'échelle d'une vie. Hein. Et en plus, je ne l'ai pas forcément fait dans cet objectif-là à la base. Mais c'est vrai que par contre, après, on a pris l'habitude d'y retourner très régulièrement sur de longues périodes pour vraiment rester immergé dans la langue et aussi effectivement dans le langage oral, quoi, parce que c'est quand même beaucoup ça. Les mangas, c'est extrêmement... c'est une grande quantité de dialogue, donc il faut quand même savoir parler le langage d'aujourd'hui. Voilà. Et moi, j'ai vécu 1 an au Japon. Alors moi, c'est vrai que c'était peut-être plus tard que toi. Moi, c'était quand j'avais 16 ans, au lycée. Je suis partie 1 an en première au Japon, faire une année scolaire au Japon. C'était en quelle année C'était en 2010. On était en même temps. C'est vrai ? Oui. C'est beau. Le monde est petit. À Tokyo. Moi, j'étais à Tottori. Oui, donc on n'était pas à côté, mais... On n'était pas à côté, j'étais dans au bord de la mer. Au bord de la mer, de la montagne et des rizières. Voilà, j'avais les trois, la totale d'un coup. Voilà. On était en même temps, quoi. Ouais, c'est énorme. Le monde est petit. Est-ce que quand on traduit des mangas toute la journée, on arrive encore à prendre du plaisir à lire des mangas pour soi après ? Je sais pas, je vais parler pour moi, oui, parce que je suis une vraie passionnée. Après, j'ai moins le temps d'en lire qu'avant, et puis j'ai moins de place dans ma bibliothèque, puisque maintenant c'est surtout des mangas pour le travail, donc j'ai plus ma tablette, ma liseuse en numérique où je lis des mangas, à côté. Mais oui, moi, je consomme autant, pas autant. En japonais et en français. Voilà, des mangas, alors plus en français maintenant, mais aussi en japonais quand j'ai suivi une série et que je veux vite avoir la suite, je la suis en japonais et plus tard après en français pour voir comment a fait le traducteur.
traducteurs, parce que c'est toujours très intéressant en fait quand on est traducteur de lire en français ce que font les autres, parce que, enfin moi en tout cas, ça m'apprend énormément de me remettre en question, de me dire j'aurais peut-être pas fait ça comme ça, mais c'est très intelligent. J'aime beaucoup cette manière d'écrire, voilà. Et comme les animés en fait, je les regarde beaucoup en sous-titres français pour voir encore une fois ce que font mes collègues. Donc je travaille sans travailler. C'est un peu bizarre ce que je fais, mais voilà. Oui, c'est un peu une veille technologique, comme tu dis, voilà. Des formations professionnelles tout le temps. Oui, réponse courte, moi aussi je suis fan de manga, du coup ma vie est axée à 95% autour du manga, entre les traductions, là, encore une fois le manga que je dessine, et à côté quand je lis c'est du manga aussi, il y a un peu de place pour les jeux vidéo, mais sinon, ouais, non, on n'est pas tellement lassé, parce que, encore une fois, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier, et je pense que, oui, si j'avais fait du japonais pour une autre raison, et que j'étais dans le manga toute la journée, peut-être que ce ne serait pas du tout le même son de cloche, mais là, en l'occurrence, je suis fan. C'est vrai qu'après, moi, du coup, je lis plus en VO maintenant qu'en VF, parce que des formations professionnelles, un peu comme Marie-Lou et je pense comme Fédois, je ne peux pas m'empêcher au bout d'un moment de réfléchir, de me dire « Ah ouais, c'est une bonne trouvaille, ça, etc. Est-ce que j'aurais fait pareil ?» J'essaye de deviner qu'est-ce qu'il y avait derrière, quel était le jeu de mots en japonais ou ce genre de choses. Tu profites plus de... Et en fait, au bout de 10 pages, je me dis « Mais c'est quoi l'histoire ?» J'étais concentrée sur les choix de traduction, puis, donc en fait, c'est vrai que j'en profite un peu moins maintenant. Maintenant, c'est vrai que quand on travaille là-dedans, en fait, on lit des mangas toute la journée, hein, c'est aussi ça notre travail. Donc, mais oui, je prends plus plaisir maintenant à les lire quasiment qu'en VO, parce que au moins je suis pas en train de, j'ai pas le petit vélo qui tourne en même temps. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Je ne sais pas. Oui. J'arrive après. Bonsoir. Il y a beaucoup de mangaka qui font, comme Oda par exemple, au tome 2, il parle sur une phrase, hein, parce que sur certains, les kanji, c'est pas pareil, je pense. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous traduisiez et puis à un tome précédent, vous vous rendez compte qu'en fait la traduction que vous avez faite n'était pas bonne? Et si oui... dites-nous, quoi. Je vais commencer parce que j'ai une anecdote sur le sujet, donc ça tombe plutôt bien. Après, ça arrive pas non plus extrêmement souvent, mais c'est vrai que comme on traduit sur des choses qui sont sérialisées et qu'on les traduit quasiment en direct, on ne sait pas en fait comment va se dérouler l'histoire. On peut pas lire toute l'histoire en avance, et souvent même l'auteur ne sait pas forcément où est-ce qu'il va emmener ses personnages. Donc il y a quelque part un suspense dont on est nous aussi pris au piège. Et puis ça arrive qu'il y ait des auteurs qui sont un peu coquins. Et le japonais étant une langue quand même assez ambiguë, ils peuvent faire ce jeu-là, c'est-à-dire ne pas nous révéler quel est le genre d'un personnage, puis le révéler 3 tomes plus tard. Ils peuvent faire ça, en fait. Le japonais le permet. Et moi, en l'occurrence, j'ai un auteur que je traduis, c'est Samura, sur Born to Be an Air, qui fait aussi L'habitant de l'infini. Et lui, il est très coquin. Donc, je commence à le connaître au bout d'un moment, donc je sais voir, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé justement qu'il fasse croire à un moment qu'un personnage était mort, en utilisant une expression qui peut laisser croire que le personnage est mort, mais en fait, qu'il a juste disparu. Et tous les personnages qui sont autour de ce personnage pensent que le personnage est mort. Tout le monde croit qu'il est mort. Je suis même allée voir sur les blogs japonais pour voir. Tous les lecteurs pensaient que le personnage était mort. Et puis en fait, le tome d'après, on nous révèle que non, il n'est pas du tout mort. Sauf que moi, j'ai déjà traduit le tome. En fait, j'ai déjà mis le mot mort dans ma traduction. Donc il faut que je fasse une petite galipette pour réussir à rattraper. Et donc du coup, là, ça arrive pas tout le temps, mais en l'occurrence, j'ai dû rattraper mon truc en faisant il fait le mort. Voilà, pour récupérer la trad, mais c'est vrai que c'était impossible à prévoir en fait ce genre de situation. Et puis quand on connaît les auteurs, après on voit venir un petit peu, on sent qu'il nous faut un petit coup de par derrière. Voilà. Je voudrais enfoncer le clou sur le fait que le japonais est une langue très vague, très soumise à interprétation, et vraiment pour forcer le trait, des fois on a une phrase qui peut vouloir dire une chose et son contraire. Donc, et on est face à notre propre conscience en mode, on se met dans la tête de l'auteur, qu'est-ce qu'il a voulu dire en fonction du contexte, on connaît les personnages, donc est-ce que c'est logique en fonction du caractère du personnage, mais on prie très très fort pour avoir trouvé la bonne version. Mais comme dit Anaïs, même si on ne sait
planté, et ça arrive, et on s'en veut. Mais le français est une langue suffisamment riche pour qu'on arrive à retomber sur ses pattes avec une acrobatie. Au pire, on invente un petit texte en plus qui va nous permettre de lier les deux expressions, et puis on embrouille le lecteur comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une langue qui exprime pas tout. Enfin, en fait, il n'y a pas forcément des fois d'équivalence. Et comme j'expliquais aussi aux élèves qu'on a vus ce matin, il y a des choses qu'on ne dit pas en japonais parce que c'est pas important. Par exemple, on n'exprime pas forcément le pluriel. On va dire dans mon jardin il y a arbre, qu'il y en ait 1 ou 4, c'est pareil. En fait, c'est pas important pour les Japonais de l'expliquer. Ou alors on va dire j'ai ami, peut-être que j'ai un ami ou peut-être que j'en ai 10. En fait, c'est pas pertinent pour le japonais. Mais sauf que nous, en français, on est obligé de décider s'il y en a 1, 2, 3 ou 4. En fait, on peut pas dire juste j'ai ami. Donc des fois, on est obligé de nous-mêmes faire des choix en fait par rapport à ce qui a été dit. Ouais. Moi de mon côté, c'est vrai que j'ai pas encore trop d'anecdotes comme ça, d'erreurs. J'ai la chance de ne pas encore avoir trop de petits filous comme auteurs qui ont essayé de me tendre des pièges. Non, juste une petite anecdote, c'est sur Kaguya-sama où j'ai fait un parti pris au bout d'un moment d'utiliser l'expression chaud lapin pour parler d'un playboy, parce qu'on parlait en fait les personnages essayaient de déterminer ce qu'était en fait un playboy en fonction de s'il portait un slip ou un boxer. Oui, attention, c'est très spécifique. Et le personnage principal, Kaguya, ignore ce qu'est un playboy, et une de ses amies lui tend le téléphone et fait « Dis Siri, c'est quoi un playboy ?» Et en fait, elle voit des images qui la font rougir parce qu'elle est très ingénue. Et donc je me suis dit, juste playboy, pas forcément drôle, et donc je suis partie sur chaud lapin pour qu'elle voit des images, on se doute qu'elle ait des images un peu très parlantes de petits lapins, sauf que au tome d'après on revient sur cette blague où un autre personnage réinterprète à sa façon, de manière un peu tordue, l'expression du chaud lapin, et parle au bout d'un moment de marquage offert d'animaux parce qu'elle pense que Kaguya a des penchants un peu dominateurs. Voilà, et donc je suis finalement bien tombée sur mon chaud lapin parce que ça allait parfaitement bien. C'était parfait. Ouais. Voilà, mais j'étais en connexion avec l'auteur à ce moment-là. C'était vraiment, je me dis que ça m'arrivera plus jamais dans ma vie une chance pareille. Si, la prochaine fois, je me ferai avoir. Télépathie. Il y a vraiment une grosse part d'interprétation, quoi, finalement, quand on traduit. Surtout qu'on n'est pas en contact en fait avec les auteurs, et quand on a le doute, on peut en parler avec nos éditeurs, qui potentiellement, peut-être un jour, si on a de la chance, peuvent en parler aux ayants droit japonais, qui peut-être vont en parler à l'auteur japonais, mais ça n'arrive que très 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 rarement. Il y a un mur en fait, on peut pas beaucoup communiquer avec les auteurs. C'est très très rare qu'on ait un contact. On va poser une question à notre éditeur, qui va lui-même poser la question à l'éditeur japonais, qui va poser la question à l'auteur éventuellement. Et puis si la réponse arrive, en fait, on aura terminé la traduction depuis très longtemps. Depuis 6 mois. C'est ça. Voilà, c'est vrai que moi, à ce niveau-là, j'ai de la chance. Je travaille pour Tsubomi, qui est une nouvelle application qui crée, en fait, c'est des Français qui créent des mangas japonais avec des auteurs japonais, donc en direct. Il n'y a pas d'ayant droit japonais, puisque c'est de la création. C'est des mangas qui n'existent pas encore au Japon. Et donc là, en fait, Tsubomi m'a donné les adresses mail des auteurs pour que je puisse les contacter directement quand j'ai un doute. Oh, c'est beau. Et ça, c'est incroyable, surtout qu'ils sont très réactifs. Et c'était une fois, j'ai eu un cas où un des personnages fait une référence et j'avais beau la chercher sur Internet, je ne la trouvais pas, à part des choses sur Doraemon. Je me suis dit non, c'est pas ça, je ne vois pas le rapport. Et j'ai pu en fait contacter l'auteur qui m'a dit non, c'est une référence inventée, fais ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment une grande chance que j'ai. Référence inventée. Oui. On avait une autre question là-bas. Il y a 2 questions. Ah bah, super. Bonsoir. Bonsoir. Combien de temps vous avez pris pour comprendre le japonais et pour le parler ? Je crois qu'on n'a jamais fini de l'apprendre. Le japonais, c'est un peu comme le français, en fait. On n'a jamais fini. Puis en plus, en général, quand on est traducteur de français, on est des linguistes un petit peu passionnés. Donc du coup, on est curieux et on aime aussi continuer à apprendre. Combien de temps j'ai mis ? J'avoue que j'ai jamais réfléchi à cette question. J'ai commencé à l'apprendre peut-être vers 2000... Ouais, c'est ça. Ça nous rajeunit pas cette affaire. Je crois que j'ai commencé à apprendre le japonais comme ça un peu pour moi, avec quelqu'un dans ma famille qui était japonais et qui m'a donné des petits cours comme ça. Et puis après, j'ai fait quand même 3 ans de licence. Et puis après, je suis allée vivre au Japon. Donc en tout, ça doit faire, je pense, une dizaine d'années en fait. Vraiment, ouais, c'est ça, à vue de nez, entre 8 et 10 ans. Moi, pour avoir un niveau suffisant pour traduire un manga, je dirais... bon, alors après, on était toutes les 3 à la même fac. C'est une fac qui a un gros niveau. Intensif. C'est très, très intense. Mais ouais, en 3-4 ans, c'était bon. J'ai commencé à traduire des mangas au bout de 3 ans et demi de cours à l'INALCO.
C'est vrai que c'est comme une prépa en fait, hein. C'est comme une école prépa, l'INALCO. On apprend très 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 vite. Pour vous donner une idée, enfin moi à l'époque, quand on commençait en première année, on était au moins 1000 étudiants. En deuxième année, on était 300, donc il y avait un écrémage énorme au niveau de la difficulté des études. Et en troisième année, on était 60. Donc voilà, vraiment, à la fin, il ne reste plus personne. Voire même, il y a des gens qui font chaque année en 2 ans. Enfin, la première année de licence, ils la font en 2 ans, la deuxième année, donc ils font 6 ans au lieu de 3, tellement c'est difficile et rapide et intense. Enfin, c'est vraiment, on travaille non-stop en fait dans cette école. Alors moi, mon cas est peut-être un peu différent du vôtre. J'ai appris en autodidacte quand j'étais au collège à 13 ans. Je regardais des animés. Puis après, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à peu près à comprendre à l'oral, j'ai fait importer une PS2 japonaise avec des jeux, voilà, pour apprendre à lire. Et ensuite, j'ai pris des cours au CNED parce que je tenais à passer le japonais au bac. Et donc, je pense que pour commencer à pouvoir en fait avoir des bonnes conversations, oui, j'étais déterre comme je disais. Moi, j'appelle ça la méthode galérienne, mais voilà. Et ben, pour vraiment commencer à avoir des conversations à peu près fluides avec le japonais, je pense qu'il m'a fallu 2 ans. Puis après, je suis partie au Japon. Forcément, là, j'ai un peu eu le cheat code, l'étape Japon quand j'étais jeune. C'est plus facile. Et ensuite, donc, j'ai été à la fac pour 3 ans pour une licence. Donc voilà, juste pour parler couramment, oui, 2-3 ans il m'a fallu, mais je pense que c'est parce que j'ai pris le détour, enfin pas le détour, le petit chemin le plus court qui est partir au Japon, quoi. Bonsoir. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vos éditeurs japonais ont déjà vu vos traductions, vous avez fait des reproches ou des compliments ? Les éditeurs vraiment japonais ou nos éditeurs à nous en France, les éditeurs japonais ? Je ne crois pas avoir eu de retour négatif. Après, c'est très rare que les éditeurs japonais sachent parler français, en fait, de toute façon, hein. En revanche, ça arrive de rencontrer les auteurs avec qui on travaille. Enfin, nous, on a eu l'occasion de rencontrer Junji Ito qui est venu cette année, de pouvoir échanger avec lui sur les choix qu'on a faits, etc. Donc, on a quand même de temps en temps des retours qui sont hyper encourageants. Mais en fait, on a peu de contact avec les éditeurs japonais, hein. C'est les éditeurs eux-mêmes qui sont en contact avec les éditeurs japonais, mais nous, peu de choses. Oui, c'est vrai, c'est assez rare. J'ai quand même eu les deux. Des éditeurs japonais qui comparent la version française avec la version anglaise des fois et qui nous disent ah mais c'est pas la même chose. Ben non, c'est pas la même langue. Voilà. Donc, bon. Et de plus en plus sur les grosses séries populaires, les éditeurs japonais, les ayants droit vont regarder d'un peu plus près les traductions pour être sûr que ce soit bien traduit. Alors j'ai envie de leur dire écoutez, laissez la police faire son travail. C'est bon. Et j'ai quand même eu l'occasion, comme dit Anaïs, c'est souvent quand on rencontre les auteurs qu'on a leur avis à eux, mais j'ai rencontré aussi une éditrice qui pour le coup aime beaucoup la France et qui a passé beaucoup de temps en France. C'est l'éditrice d'une série que j'avais traduite qui s'appelle Chi, une vie de chat. C'est sur un petit chat tout mignon. Et je me souviens qu'on avait fait une rencontre avec elle et elle m'avait dit qu'elle avait lu la version française et elle avait vraiment beaucoup aimé mes choix de traduction et d'adaptation. J'étais en larmes à la fin de la rencontre, évidemment. Donc c'est vraiment très très émouvant d'avoir le retour de l'éditeur qui dit à ton éditeur français si je t'ai donné les droits de la série, c'est parce que j'étais content de la traduction. Et tu te dis ouais super, voilà. C'est vrai qu'on nous demande de plus en plus de montrer patte blanche maintenant. Je me rends compte justement avec Mangetsu, c'est-à-dire que avant les éditeurs faisaient une confiance presque aveugle par la force des choses, et maintenant on nous demande beaucoup plus de justifier les choix qu'on fait, quel traducteur on va choisir, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire du texte. On nous a demandé, nous, directement de monter des dossiers pour expliquer comment on allait traiter tel thème, tel sujet, etc., pour qu'ils vérifient et que nous, on retraduise notre dossier en japonais pour qu'ils comprennent bien, voire même qu'on fasse ce qu'on appelle des back translation, c'est-à-dire qu'on traduit en français et puis après on retraduit vers le japonais pour qu'ils voient ce qu'on a fait vraiment. C'est vrai que maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus regardants sur ce qui se passe, mais il y a plus d'enjeux financiers aussi peut-être, hein. Ouais, c'est un vrai contrôle de qualité, quoi.
un collègue qu'on connaît toutes les trois, il me semble, Kevin, qui a traduit, en tout cas, qui devait traduire une série pour Mangetsu. Il m'expliquait que il avait reçu une demande de la part de l'éditeur japonais en disant, alors voilà, il y a tel dialecte dans ce manga, comment vous allez faire pour traduire ce dialecte? La question piège. Hein. Voilà, c'est vraiment hyper piégeux, parce que la plupart du temps, quand on n'est pas lancé dans la traduction, on voit le texte avec le recul comme ça, on ne sait pas comment on va faire. Puis la question des dialectes, en plus, c'est l'enfer. Hein. En vrai, c'est vrai que ça arrive en japonais, je ne sais pas si on se rend compte, mais ils ont vraiment une façon de parler très très différente selon l'endroit où ils sont, selon la région. À Osaka, on ne parle pas du tout comme on parle à Tokyo. Ça s'entend, tu vois, on peut vraiment identifier un peu comme nous, un accent marseillais, mais tu vois, c'est pas pareil. Et puis, on ne peut pas le traduire par un accent marseillais, en fait, nous. On n'a pas du tout l'équivalent. Enfin, ça ferait vraiment très très bizarre tout d'un coup qu'on parle en ch'ti dans le... Alors, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait parce que moi, j'étais obligée. Parce que des fois, hein. Moi, je traduis la suite d'une série qui s'appelle Card Captor Sakura, et la série originelle a été traduite dans les début 2000, fin 90, par un traducteur qui s'appelait Reda Sediki, qui n'est plus en activité maintenant, mais qui avait pris le parti. Il y a un petit personnage qui s'appelle Kero, et qui a passé beaucoup de temps à Osaka dans la série, et donc il parle avec un dialecte, le patois d'Osaka, le Kansai Ben, et c'est un ressort comique vraiment, parce que c'est censé être le gardien du sceau, tout ça, et en fait il parle avec un accent un petit peu comique. Donc ce traducteur-là avait pris le parti de le faire parler avec un accent marseillais, avec du patois provençal. Donc c'est vrai que j'ai repris la suite, et je suis obligée de conserver pour l'homogénéité de la traduction. Donc au final c'est assez rigolo, c'est pas du tout un choix que j'aurais fait moi, parce que maintenant la tendance, ce que nous demandent les éditeurs aussi, c'est de pas faire des références vraiment trop franco-françaises, parce que le lecteur se rend bien compte que l'auteur japonais, c'est pas ce qu'il a, ça brise le quatrième mur de la traduction un petit peu. Exactement. Mais alors pour l'exercice de style, c'est vrai que c'est rigolo d'aller chercher et du peu cher et du offense. Pour l'anecdote, moi j'ai un auteur qui est... Enfin, non, excuse-moi. C'est vrai que pour l'anecdote, du coup, à l'inverse, moi j'ai traduit un auteur, J.P. Nishi, qui a beaucoup de liens avec la France et qui est venu en France, et donc qui a raconté son périple quand il est allé à Marseille, où il a découvert en fait le parler marseillais. Et en fait, du coup, ces personnages, il les faisait parler en Kansai Ben. Donc la blague, quoi. Donc eux, ça les dérange pas du tout. Donc du coup, là, j'ai pu m'en donner à cœur joie et donc parler en marseillais à fond. Mais donc pour eux, c'est pas forcément gênant. Juste, ils font le parallèle naturellement, en fait. Mais c'est marrant qu'ils gardent cette idée de Osaka, c'est Marseille. Alors Osaka, Marseille, quand on regarde sur la carte, pas du tout. Quoi. C'est pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a une petite détente. Oui, il y a une détente, mais bon, voilà. Quoi. Enfin, ça me fait toujours rire quand on compare Osaka à Marseille, alors que ça a absolument rien à voir. Quoi. On avait une question encore là dans la salle. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous préférez dans le métier de traductrice. Sinon, moi, ce que je préfère, c'est qu'on découvre à chaque nouveau manga, à chaque nouvelle série, un univers complètement différent. Et ça va nous... En fait, on est souvent très curieux quand même de nature, et ça va nous faire chercher, faire des recherches, découvrir quelque chose de totalement nouveau qu'on n'aurait pas découvert sinon. Moi, j'ai traduit par exemple des mangas sur l'univers de la radio. J'y connaissais rien en fait. Moi, je travaille pas dans une radio. Donc du coup, ça m'a fait rechercher comment est-ce qu'on parle dans une radio, quels sont les noms des techniciens, quelles sont les machines, la machinerie, comment est-ce qu'on l'appelle, etc. Donc on va aller chercher sur Internet. Tac. Au passage, grand respect pour les traducteurs qui travaillaient avant l'invention de l'Internet, quoi. Genre, comment faisaient-ils? J'en connais quelques-uns, et en fait, ils décrochaient leur téléphone pour appeler, tu vois, le fabricant de portail pour lui demander comment on appelle la charnière truc. Voilà. Bah ouais, on était obligés, quoi. Nous, maintenant, on a Internet, mais bon, voilà. Donc, on fait des recherches tous les jours. Le lendemain, je vais traduire un autre manga qui va être sur le foot, et je vais découvrir tout un univers. Je vais apprendre les règles du foot, je vais apprendre, voilà, ou sur tout autre chose, je sais pas moi, sur le Go, sur n'importe quoi. Donc, en fait, tous les jours, on apprend énormément de choses. Enfin, c'est passionnant, en fait. On s'ennuie jamais. Bah voilà, j'allais répondre la même chose. Désolée. Non mais en fait c'est ça. Moi c'est vraiment pour cet attrait de la curiosité, de chaque jour on apprend des choses. En fait, ok, on traduit et on vous fait rêver, et c'est très beau, et c'est aussi pour ça que je le fais, parce que moi les mangas, les animés m'ont fait rêver et m'ont permis de m'échapper un peu de la réalité. Mais moi c'est aussi pour mon propre plaisir, pour lire des choses qui sont nouvelles, où chaque jour en fait je ne peux pas me lasser, parce que chaque histoire est différente, donc notre approche de la traduction est différente aussi. Et encore une fois, voilà,
c'est un jour je vais traduire du post-apo sur du Japon où je vais devoir passer 3 heures sur Google Maps à essayer de retrouver le bon quartier avec les bons bâtiments parce que dans la page elle est un peu floutée, écrit en tout petit, si je n'utilise pas une loupe je ne peux pas comprendre ce que c'est. Au lendemain travailler sur One Dance où ça parle de breakdance et de hip-hop, donc voilà, ça n'a absolument rien à voir, et c'est de trouver les bons termes, regarder des vidéos YouTube pendant des heures sur le bon pas, comment on l'appelle, est-ce que c'est en anglais, est-ce que c'est en français, est-ce qu'il y a des équivalences, des choses comme ça. Donc c'est vraiment en plus ce côté de curiosité maladif de passer des heures en fait sur des choses. Par exemple, je fais l'animé de Dr Stone, donc c'est beaucoup sur la science, je passe des heures à lire des thèses sur pourquoi on appelle ça un pneu ceci et pas cela, et pourquoi on utilise tel outil et pas telle chose. Voilà, j'ai eu un animé sur la mécanique quantique aussi. J'ai eu ça aussi récemment. Enfin, j'ai eu les machines à mouvement perpétuel là il y a pas longtemps. Junji Ito m'a fait ça, et puis alors du coup lui il est passionné, donc il écrit tout un truc de mécanique. Moi j'y connais rien du tout. Je suis pas physicienne en fait. Moi dans ma série c'est Bunny Girl Senpai. C'était sur Wakanim à l'époque. C'était en fait des adolescents qui étaient perturbés par les hormones, tout ça, la vie quand on est adolescent, c'est un grand chamboulement, et qui créaient des phénomènes paranormaux, mais des phénomènes en fait un peu paranormaux, mais qui s'expliquent par la mécanique quantique. Voilà. Donc voilà un peu de pourquoi elle est invisible. On peut répondre ça avec la mécanique quantique, le démon de la place, de pourquoi on répète toujours la même journée, les choses comme ça, les interactions donc quantiques entre les atomes. Voilà, donc c'était des choses très intéressantes. Voilà, donc moi c'est aussi pour ça que je le fais. Turgé absolu pour les traducteurs. On oublie très vite parce qu'en fait il faut faire de la place pour d'autres choses. Et l'avantage surtout, vous avez quand même les mangas longtemps avant nous. Hein. Ouais, à peu près 6 mois avant en général. Ouais. Alors moi, ce que je préfère dans la traduction de manga, très spécifiquement, ça va être les dialogues et le fait de faire parler les personnages, parce que c'est vraiment un goût personnel. Moi, j'adore les personnages. J'aime écrire des personnages et j'aime inventer les... Enfin, j'invente pas tout, évidemment, mais créer finalement les registres de langage que je vais utiliser pour chaque personnage, le vocabulaire spécifique pour réussir à transcrire leur caractère et à faire transparaître chacun leur spécificité. Et voilà, moi, c'est ce qui me plaît dans la vie, la caractérisation de personnages, les liens qui vont entretenir les uns avec les autres, leur psychologie, et donc se servir du français, de la richesse de la langue française pour réussir à établir toute une palette comme ça, toute une nuance de subtilité dans le caractère des personnages. C'est vraiment ce qui me plaît beaucoup, beaucoup. Merci. L'autre question. Justement, ma question vient par rapport à ce que vous venez de dire. Les mangas que vous recevez pour traduire, vous les recevez comment? En linéaire, où il faut traduire juste un texte, ou par rapport aux bulles avec justement le visage des personnages pour traduire les émotions, traduire... Voilà. Fort heureusement, on a la chance de recevoir la plupart du temps le tome papier japonais. Il me semble que chez d'autres éditeurs, on a directement les PDF. Moi, c'est vrai que je travaille plutôt à l'ancienne, donc sur la version papier. C'est vraiment une chance parce que le japonais est une langue à contexte. Si on n'a pas le contexte, on peut encore une fois interpréter du tout au tout une simple phrase. Et c'est la raison pour laquelle je me suis jamais lancée, par exemple, dans la traduction de jeux vidéo, parce qu'on m'a toujours dit, les traducteurs de jeux vidéo, je ne sais pas si c'est encore pareil à l'heure actuelle, mais en tout cas, si, bon, bah voilà, ouais, c'est ça. Les traducteurs de jeux vidéo reçoivent un tableau Excel, en gros, avec les phrases dedans. On ne sait pas qui parle, c'est pas dans l'ordre chronologique, donc les dialogues, ça se répond pas forcément, et ça, c'est le pire cauchemar qu'on peut avoir dans un traducteur de japonais, surtout japonais. Pour rebondir sur le jeu vidéo, c'est qu'en fait, souvent les traducteurs de jeux vidéo n'ont pas accès aux jeux vidéo, parce que ça se fait en même temps que la production de jeux vidéo. Ils n'ont même pas souvent de visuel, même pas des fois un petit synopsis de l'histoire de l'univers. Ils sont vraiment lancés dans l'inconnu et vas-y, essaye de te débrouiller avec ça. C'est pour ça que des fois les gens se plaignent des traductions, mais parce qu'en fait il manque complètement de contexte. Et même des fois l'histoire change au fur et à mesure. En fait, on leur fait réécrire en fait leur dialogue parce que les producteurs ont complètement changé d'orientation sur leur jeu. Donc du coup tous les choix sont à refaire. Pour les cases en fait, souvent c'est dans un encadré.
et des fois ils changent la taille et donc il faut retravailler les sous-titres parce qu'en fait ça ne marche plus. C'est pas les mêmes contraintes, c'est pas du tout le même travail. Mais c'est vrai que nous on a le contexte toujours, heureusement on a les images. C'est vrai qu'en japonais, pour vous représenter les choses, on peut avoir juste un verbe en fait, je sais pas, on peut avoir le verbe manger quoi. Et du coup si on n'a pas le contexte, on ne sait pas qui mange, si c'est quelqu'un qui décrit quelqu'un qui est en train de manger, enfin bon vraiment... Ouais, voilà, ça peut un peu tout vouloir dire en fait. Si on avait juste les phrases, ça nous est arrivé justement sur Mangetsu de discuter avec des traducteurs sur un sujet, quelqu'un qui posait une question, et puis tout le monde a donné un peu son opinion, et en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas suffisamment de contexte pour comprendre la phrase, et tout le monde avait une interprétation différente. Et une fois qu'on a vu les textes, enfin les images complètes, on a pu dire ah bah oui, en fait ça illustre très bien le fait que sans le contexte, on peut en faire tout ce qu'on veut en fait d'une phrase japonaise. Et pour les animés, par exemple, nous, alors ça dépend si le studio d'animation est à l'heure ou pas. On le reçoit en général 3 jours avant, une semaine si vraiment ils sont larges et en avance, c'est assez rare. Sinon, bon, s'ils sont vraiment en retard, on le reçoit des fois la veille ou le matin même pour l'après-midi. Ça arrive de temps en temps, en fin de saison, c'est des choses qui arrivent. Mais des fois, quand ils sont vraiment trop en retard, on traduit quand même déjà l'épisode sur ce qu'on appelle les animatics, c'est-à-dire la version en fait brouillonne c'est les storyboards en fait qui sont très vite fait animés, voilà, mais c'est vraiment une qualité de dessin plus que discutable. Voilà, mais les voix des comédiens de doublage sont déjà posées dessus, donc gros respect à eux pour réussir à exprimer de l'émotion quand un personnage meurt, par exemple, à hurler, à pleurer, alors que c'est juste limite des hommes bâtons, quoi. On m'a déjà fait le coup d'hommes bâtons sur des storyboards d'animatics, voilà. Pour interpréter les sentiments du personnage, là tout de suite, c'est plus coton. Donc, voilà. Donc moi, en général, alors c'est de plus en plus rare le coup des animatics. Donc on a la vidéo et on est aussi appuyé sur un script. Donc on nous fait en format PDF le script des comédiens de doublage pour qu'on puisse nous se référer dessus, parce que des fois en fait on a de la musique, des bruits, une grosse explosion et plein de personnages qui parlent ou qui crient en même temps. On ne sait pas déterminer qui dit quoi exactement, on n'entend pas bien. Et là c'est vrai qu'on a un script et ça permet de nous aider aussi là-dessus, quoi. D'autres questions dans la salle ou pas? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous faites pour retenir le nom des mangas et des auteurs des mangas? Parce que moi, j'y arrive pas du tout. Ouais, c'est une langue où quand on la pratique pas, on a l'impression que tous les sons se ressemblent parce que c'est une langue qui fonctionne par syllabes en fait. On n'a pas de lettres. La scission des sons ne se fait pas par lettres ou par phonème, mais vraiment par syllabes. Donc ça va fonctionner en ka, sa, ka, chi, ni, voilà, comme ça. Et c'est vrai que du coup, le réservoir de sons en japonais est beaucoup plus mince que le réservoir de sons en français. En français, on a énormément de voyelles. Bon, on a A, E, I et O, mais on a aussi on, ou, oui, et, voilà, on en a tout un tas. En japonais, pas du tout, en fait. On a beaucoup moins de sons. Donc, du coup, quand on ne connaît pas la langue, on a l'impression que tout se ressemble. C'est normal. Mais bon, quand on a l'habitude, après, le problème ne se pose plus du tout. Et puis après, pour retenir vraiment les noms des mangas et des auteurs, c'est aussi à force, en fait, on a l'habitude de voir les mêmes noms, l'usure, et puis aussi peut-être en fonction de notre amour pour certaines séries, on retient plus facilement des séries qu'on aime particulièrement, les titres et les auteurs, et à force, en fait, ça rentre au fur et à mesure de nos sensibilités. Par amour. Par amour du manga. Il y a des auteurs que j'ai oubliés. On n'a pas retenu. Des fois, on a des trous aussi. Ouais. Mais c'est vrai que dès qu'on sait ce que ça veut dire, même les noms propres, ils sont toujours écrits avec des caractères spécifiques. Quand on sait à quoi ça se rapporte et la signification, on retient beaucoup plus facilement. Est-ce que ça va arriver des fois qu'on ait un manga qu'on n'a vraiment pas envie de traduire? Est-ce qu'on peut Comment on arrive à se motiver? On peut le refuser. Voilà. Oui, ça peut arriver, mais on en discutait justement entre nous. Même les mangas qu'on n'aurait pas d'entrée de jeu achetés ou même qui ne nous auraient pas forcément branchés, nous, en tant que lecteurs, quand on rentre dans la traduction, en fait, on s'attache énormément aux personnages, aux histoires, et même des mangas qui vraiment n'étaient pas du tout mon style à moi, qui ne m'auraient pas plu. Quand ça s'est terminé, j'ai vraiment une petite larme de quitter les personnages et les histoires. En fait, on est tellement obligé de s'identifier dans ce que ressentent les personnages, parce qu'il y a un
côté un petit peu interprète en fait des émotions, un peu comme des acteurs qui se mettent à porter la voix en fait d'un personnage. Et ben, on fait la même chose, c'est-à-dire que nous-mêmes on met un peu de nous en fait, de notre façon de parler, de notre personnalité quelque part et de notre plume. En fait, du coup, on s'implique beaucoup dans de ce que vivent les personnages et du coup, on tombe amoureux même du manga peut-être un peu bidon, je sais pas, qui va même pas intéresser les lecteurs, mais nous, on est hyper attachés à chacune de nos séries, ouais. Les lecteurs ne se rendent pas forcément compte à quel point un traducteur est investi dans la série qu'il traduit. On met énormément de nous, de nos propres mots, de nos propres émotions des fois, parce qu'on est obligé d'interpréter absolument tout. Et c'est vrai que je suis toujours un peu étonnée. Bon, c'est moins le cas maintenant. Bah, voilà, on est invité ce soir. Notre travail est mis en avant. Mais pendant de nombreuses années, dès qu'il y avait des émissions sur un manga que j'avais traduit, on faisait absolument jamais appel à moi. On te citait pas. Voilà. Alors que le traducteur est vraiment expert dans la série qu'il traduit. On est dans le cœur du texte, on fait des tonnes de recherches, encore une fois, on se met à la place des personnages, on se met presque dans la tête de l'auteur pour savoir ce qu'il a voulu faire passer comme message et essayer d'être le plus fidèle possible à sa volonté pour que le lecteur français ait la même expérience de lecture que le public japonais. Et au final, des fois, on a l'impression d'être des prestataires de services et que ce serait fait avec Google Trad, ce serait la même chose. Non, je vous assure qu'on est très, très, très passionnés et très investis. Mais pour revenir à la question, quand on nous propose un manga et que vraiment on ne veut pas le faire, en fonction de nos finances aussi, si on a besoin de payer notre loyer et qu'on n'a rien d'autre à ce moment-là, bon, on va peut-être le prendre, mais sinon, on peut se permettre de refuser si on veut. Moi, par contre, j'ai eu le cas dans les animés. De temps en temps, en fait, on fait des choix en amont. En fait, on classifie, en fait, on fait un classement de ce qu'on aimerait faire et de ce qu'on ne veut pas du tout faire. Bon, des fois, pas le choix, on est obligé de faire une série qu'on n'aime pas, c'est des choses qui arrivent. Ça m'est arrivé, j'en ai plusieurs, mais dans ces cas-là, j'essaie de trouver du positif pour pas trop y aller à reculons, parce que même si on aime notre métier, quand on n'aime pas une série et que vraiment ça le fait pas, ça nous convient pas, bon, bah voilà, faut trouver des choses pour se motiver. Moi, en général, c'est de laisser des blagues à mes collègues en commentaire, donc personne ne pourra les voir. Génial. Mais je te veux comme collègue. Mes collègues qui passent derrière moi, mes correcteurs, mes adaptateurs passent derrière moi dans le sous-titrage, et donc on se laisse des blagues pour rigoler. Et c'est vrai que des fois j'ai certains souvenirs de traduction en fait, ou des séries que vraiment j'ai détesté à regarder. J'ai pleuré des larmes de sang tellement mes yeux étaient explosés, tellement c'était moche et nul. Mais en fait j'ai des très bons souvenirs parce que qu'est-ce qu'on a rigolé avec les copains. Et donc c'est ça aussi qui permet la traduction des fois, c'est de, même si on n'aime pas quelque chose, essayer de trouver du positif, et ça fait du bien. Bon, après c'est vrai qu'on peut toujours refuser de toute façon, puis nos plannings étant tellement chargés, des fois on n'a même pas le choix en fait que de refuser. C'est vrai que maintenant on reçoit beaucoup de demandes, comme il y a beaucoup de travail, et du coup ça nous permet aussi à nous de pouvoir ne prendre que ce qui vraiment nous passionne, hein. Je trouve qu'on est tous un peu dans ce cas, quoi. Donc ça c'est pratique. Et on s'en veut si on loupe une série qui derrière va cartonner, va marcher. Alors, je sais pas, je sais pas si on agit tellement par calcul, en réfléchissant à ce qui va marcher. Je pense que c'est le cas pour personne vraiment. En fait, c'est vraiment plus notre propre affinité. En fait, des fois, si une série va cartonner, c'est parce qu'elle est bien, hein, souvent. et du coup, naturellement, on l'aime aussi, nous. C'est vrai que des fois, on a des regrets. On est obligé de refuser des choses qu'on aurait voulu faire. Après, c'est pareil, on se connaît un peu. C'est quand même un petit milieu, donc on connaît un peu tout le monde. Et quand on sait que c'est entre de bonnes mains, c'est quand même assez cool en fait de se dire c'est chez tel collègue et ça va être bien fait. Voilà, vous n'avez pas refusé One Piece ou l'Attaque des Titans? Non. Malheureusement. Non, on m'a pas proposé l'Attaque des Titans. Sinon, j'aurais dit oui. Mais j'ai quand même traduit 2 chapitres de l'Attaque des Titans. J'ai remplacé le traducteur qui s'appelle Sylvain Cholet, qui est notre idole à tous. C'est le meilleur traducteur de manga qui existe. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Sylvain Sama. Et l'Attaque des Titans était publiée en simultrade tous les mois. Et pendant 2 mois de suite, il a eu des problèmes personnels. Il ne pouvait pas s'en occuper. Donc, Pika Édition m'a contacté. Ouais, Fédois, tu peux remplacer sur l'Attaque des Titans? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et alors, pour la petite histoire, c'était à mourir de rire, parce que je leur ai dit, ouais, il
Vraiment, il n'y a pas de souci, je connais la série par cœur, je suis hyper fan. Et c'était à un moment de la série, après une ellipse, où il n'y avait que des nouveaux personnages. Ça changeait complètement d'ambiance. Et j'ai dû créer tout un nouveau lexique avec des nouveaux noms de titans qui sortaient d'on ne sait où. Donc, j'ai eu vraiment les grosses gouttes de sueur. Sylvain, quand tu en passes après au secours, t'es obligé de me suivre après dans mes décisions. C'est ça. Et dans l'animé, c'est aussi mes noms qui ont été repris. C'est la fierté, mais un peu l'angoisse aussi. Est-ce qu'on a plusieurs traductions en cours en même temps ou... Plusieurs projets de manga, tout ça? Ouais. Oui, toujours. Si on a de la chance. Si on a de la chance, oui. Oui, c'est pour ceux qui sont sollicités vraiment. On est toujours en train de jongler entre les titres sur aujourd'hui il faut que je fasse ça, demain il faut que je fasse autre chose, des choses comme ça. Pour avoir un mois rempli de traductions, oui, il faut qu'on soit sur plein de séries à la fois parce qu'il y en a qui sortent tous les 2 mois, mais c'est pas toujours le cas. Il y en a qui sortent tous les 6 mois, il y en a c'est un tome tous les ans. Donc l'un dans l'autre, faut essayer de manager. Moi j'ai toujours tendance à en avoir trop, voilà. Donc jusqu'à récemment, je travaillais sur une 20aine de titres à la fois. Là, j'ai un peu réduit. Je suis sur une 15aine de titres. Mais voilà, tous ne sortent pas tous les mois, heureusement. Il y a beaucoup de séries au long cours aussi, donc du coup, des fois, on a des tomes d'avance, etc. Donc on sait qu'après, on va devoir s'occuper de ça, puis de ça, puis de ça. Je pense qu'on a tous une espèce de petite étagère où il y a les mangas à faire à venir. Donc oui, on est un peu sur plusieurs univers en même temps. Après, peut-être qu'on ne traduit pas dans la même journée 50 univers différents. On reste concentré sur ce qu'on fait, peut-être une journée sur ça, une journée sur ça. Mais c'est vrai qu'on a de l'avance, puis on sait combien il y a de tomes qui vont arriver. On a des plannings quand même en amont. Donc ouais, on est toujours un peu sur plein d'univers différents. Et puis c'est ça qui est agréable aussi de pas être tout le temps sur le même truc en fait. Oui, c'est vrai que je sais que moi j'aimerais pas tellement traduire des romans, vraiment des romans littéraires de plus de 300 pages, parce que il me semble que dans la traduction de romans, on passe plutôt 6 mois sur un même livre, et moi, mon caractère ferait que je serais très très vite lassée et avec le manga, c'est ce qui est très très agréable. On passe d'un univers à l'autre et on peut jamais se lasser parce que encore une fois, il y a la curiosité derrière et c'est très rafraîchissant. Sur les romans, pour le coup, j'ai traduit quelques essais chez Philippe Piquet et en fait, les délais sont beaucoup plus confortables, donc ça permet quand même de continuer à faire d'autres choses en parallèle et donc de ne pas être vraiment complètement monomaniaque sur un sujet. En l'occurrence, comme j'étais sur des sujets très techniques, sur le Shinto ou voilà, sur des trucs vraiment pointus, heureusement que ça m'a pas fait ça, en effet. On a des délais vraiment beaucoup plus longs et puis les exigences de parution ne sont pas forcément les mêmes. Dans le manga, il y a beaucoup aussi, on travaille beaucoup dans l'urgence sur plein de choses et puis il y a il faut qu'on respecte les offices pour que le lecteur ne soit pas déçu qu'il y ait un retard dans le travail, etc. Donc on a des attentes extrêmes au niveau des lecteurs pour la régularité de la parution. Là où quand on publie un projet, un éditeur va nous confier un projet, il n'y a pas d'attente chez le lectorat puisque le lecteur ne sait pas qu'il va sortir ce bouquin. Donc en fait, c'est pas grave s'il sort un peu plus tard ou si la production prend un peu plus de temps, on va essayer de bien le faire et du coup c'est plus du tout la même façon de travailler en fait. On a plus ce côté il faut le faire pourtant et quoi qu'il arrive quoi. On peut négocier beaucoup plus, enfin en tout cas moi dans mon cas c'était le cas et donc on peut continuer au long cours à faire d'autres choses en même temps. On avait une question dans la salle, je crois. Quel livre vous avez préféré faire ? Alors moi, je m'éclate tout particulièrement sur les Junji Ito qui sont parus chez Mangetsu parce que c'est un auteur exceptionnel et que, c'est un univers assez génial. Je dis que je m'éclate, mais en même temps j'ai peur quand je les traduis. C'est du roman d'horreur. Quand j'ai commencé, je me suis demandé est-ce que je vais être capable. Moi, je suis une petite flippette. Est-ce que je vais être capable de traduire ça ? Et puis des fois, ça tombe pile sur notre phobie. Donc voilà, c'est des moments. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Ça va sortir dans 6-7 mois à peu près. Et je me suis retrouvée avec un truc où j'étais obligée de regarder des images à moitié en me disant il faut que je trouve le son de cette onomatopée là, oh là là, ce cafard là, qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Donc horrible, mais c'est vrai que c'est ce que je préfère traduire en ce moment. C'est vraiment un grand plaisir pour moi et puis c'est un honneur aussi de traduire un auteur comme ça qui a heureusement réussi à obtenir autant de reconnaissance aujourd'hui. Donc ouais, mon plaisir à moi en ce moment c'est ça. Et puis sinon, si je devais vendre un peu un titre que j'ai fait récemment, c'est chez Casterman, un titre qui s'appelle Valse
à trois sœurs, qui est magnifique. Vraiment, c'est une des plus belles choses que j'ai eu à traduire l'année dernière. C'est très poétique, c'est très beau sur le chemin intérieur que font les personnages, sur la généalogie et les rapports entre les trois sœurs, etc. C'est magnifique. Sur la musique, c'est très poétique. Donc voilà, je le recommande chaudement. C'est juste, c'est une toute petite série, c'est en 3 tomes, donc voilà. Alors moi, j'ai eu la chance inouïe de pouvoir travailler sur mon manga préféré, le manga qui m'a fait devenir fan de manga et qui m'a vraiment lancé dans tout cet univers-là. Et oui, et j'en reviens toujours pas à l'heure actuelle d'avoir fait la retraduction de Dragon Ball, parce que Dragon Ball, c'est ma vie. Je suis fan absolue, et ça me fait très très bizarre maintenant de me dire j'ai passé plus de temps à être officiellement traductrice de Dragon Ball et à être professionnellement liée à cette série-là que d'avoir été juste fan de maintenant rétrospectivement. Donc c'est vrai que je ne peux pas ne pas citer Dragon Ball, parce que je ne serais pas là où je suis actuellement si ça n'avait pas existé. Et je suis également très très contente d'avoir traduit une autre série qui, pour le coup, je ne connaissais pas. Pika m'a confié cette série et c'est devenu mon plus gros coup de cœur de ces dernières années, parce que l'auteur Nakaba Suzuki, c'est vraiment quelqu'un qui écrit de manière très très fluide. Son style graphique m'inspire énormément aussi pour mon projet de manga personnel, et donc c'est Seven Deadly Sins. Moi, de mon côté, c'est Kaguya-sama. Oui, je le ressors tout le temps, mais en fait, je suis vraiment extrêmement fan. L'auteur, Aka Akasaka, a tendance à me faire mourir de rire. Et je me sens très honorée, en fait, de pouvoir retranscrire ces blagues, ces tentatives complètement désespérées et en même temps malades de ces personnages pour essayer de faire craquer l'autre. Et en plus, de temps en temps, en fait, il arrive à me faire pleurer parce qu'il évoque certains thèmes, comme le harcèlement scolaire, qui sont beaucoup plus dramatiques. Donc en fait, j'aime beaucoup cette nuance qu'il arrive à apporter de « ok, on rigole, mais en fait, on peut parler aussi de choses, dénoncer des choses qui sont plus graves, mais après, rajouter un peu de joie et de blague. » Et donc c'est vrai que moi, c'est Kaguya-sama. Sinon, en ce moment, c'est mon vrai coup de cœur, pareil, là, de ces derniers mois, années, c'est Les Promeneuses d'Apocalypse, parce que en temps de Covid, j'ai commencé à traduire Les Promeneuses d'Apocalypse. Je devais, moi, partir au Japon le 17 mars 2020 à 13h. Les fermetures ont été fermées à midi. Voilà. Donc j'étais dégoûtée de ne pas partir au Japon en vacances à ce moment-là, et très peu de temps après, Doki Doki m'a proposé ce tome-là. Je crois qu'on était encore, moi c'était en 2021, il me semble que j'ai commencé à le traduire, et on était encore en confinement. Et pendant le confinement, faire ce manga-là, c'était vraiment génial, parce que j'ai voyagé dans le Japon, mais un Japon que je ne verrai probablement jamais, puisque on reprend des monuments qui existent aujourd'hui, mais on rajoute de la nature, des bêtes sauvages, des choses comme ça. Ou des fois juste des impacts de guerre, des chars, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui me touche énormément, et j'aime beaucoup les deux personnages parce que, encore une fois, elle se balade à moto. Alors déjà, j'y connaissais rien en moto. Maintenant, j'y connais bien. J'ai appris à parler de dépeçage et de pêche aussi grâce à ce manga. On parle aussi de ces choses-là, de survie de base. Et donc, oui, j'aime beaucoup. Ça me fait voyager à chaque fois, et donc j'aime énormément ce titre. Peut-on faire une traduction de manga à 2 traducteurs à la fois, ou c'est vraiment un travail chacun de son côté? Oui, moi, ça m'est arrivé de travailler avec une collègue à moi à 4 mains sur certaines traductions. C'est un travail très différent pour le coup, et qui est passionnant. Après, il faut trouver le binôme qui va fonctionner, la personne avec qui on va avoir vraiment suffisamment d'alchimie pour réussir à le faire, et puis qui va avoir une plume qui ressemble quand même à la nôtre pour que ce soit faisable. Il existe des binômes vraiment célèbres, enfin célèbres à notre échelle, mais il existe quelques binômes, et qui travaillent, qui font des trucs magnifiques en fait dans leur travail. En fait, souvent on travaille, il y a une personne qui va faire toute la traduction, et puis l'autre personne qui va derrière affiner le style, et on va retravailler ensemble.
Ouais, tout à fait. Moi, j'ai travaillé plusieurs fois avec Claire Olivier, qui est une collègue à moi. Bon, on s'entend très bien, donc c'est faisable aussi. Il faut être bien armé aussi, parce que des fois, il faut être capable de recevoir les critiques quand on travaille à deux comme ça, et les entendre sans les prendre mal, en fait, et être capable justement d'en faire quelque chose de mieux. Et puis, du coup, on a traduit des titres qui étaient complètement un peu what the fuck chez Akata. Notamment, on avait fait Teenage Renaissance, qui est un manga avec plein de jeux de mots, des trucs complètement potaches. Et donc, du coup, d'être deux, en fait, ça nous a permis de brainstormer à fond sur les jeux de mots, quoi. Trouver tout un tas de jeux de mots sur les zizi, sur tout un tas de jeux de mots, voilà, sur des trucs comme ça. Et parce que quand on est tout seul, au bout d'un moment, on tourne un peu en rond, hein, quand c'est comme ça et qu'on a un manga d'humour. Tandis qu'à deux, ça nous permettait de nous renvoyer la balle et de retrouver de nouvelles choses un peu mieux, etc. Et puis aussi, tout simplement, quand on fait un manga qui n'est pas forcément d'humour, ça permet d'avoir un style. En fait, on est de pair d'yeux, en fait, sur le manga. Et en fait, on le peaufine encore plus, hein, parce que voilà, on se retrouve à deux et puis on peut se dire à ce passage-là, je pense qu'il faut qu'on le retravaille, il n'est pas terrible, on peut faire mieux. Donc ouais, ça permet de encore plus tirer la corde de la qualité pour le faire mieux. Et c'est un travail qui est très sympa. Du coup, c'est vraiment parce qu'on est très seul, en fait, on travaille très seul. En fait, nous, on est chacun de notre côté. Et donc, du coup, c'est un exercice qui permet d'ouvrir sur d'autres choses et de se dire, ah tiens, c'est vrai que j'aurais pas fait ce choix-là. Et pourquoi pas, en fait. Et en fait, du coup, ça nous inspire. Et moi, personnellement, ça m'a donné ça m'a influencé, en fait, dans mon travail par la suite. Je me suis dit, tiens, ça, je l'aurais pas fait, mais je l'ai appris par Claire. Et je le reproduirai dorénavant. Et voilà, ça m'a appris des choses. Et je pense que mutuellement, on s'est apporté sur ces projets-là. D'accord. On va prendre une dernière question dans le public avant de conclure cette table ronde. À l'inverse de l'autre question, qu'est-ce que vous détestez le plus dans le métier de traductrice ? Les délais, déjà. Moi, j'aimerais bien des fois avoir plus de confort, d'être moins soumis à des exigences de parution, etc. Peut-être aussi, quand on est traducteur de manga, on est très scruté. On a un lectorat quand même qui est extrêmement exigeant et qui, des fois, va même être cruel. Hein. Voilà, je sais que Fédois, elle en fait l'expérience aussi régulièrement parce qu'elle traduit des choses qui se vendent à beaucoup d'exemplaires. Et donc, en fait, quand on fait une traduction, c'est impossible de plaire à tout le monde. En fait, une traduction, c'est une interprétation, c'est une façon de voir l'œuvre. Et donc, il y a toujours des gens qui vont trouver qu'on ne l'a pas vu à la manière dont ils l'auraient vu eux. Et du coup, on s'expose à ces critiques-là. Et les lecteurs de manga sont très exigeants et vont être même très critiques. Et tout le monde y va de son opinion. Des fois, c'est dur. On est un peu, d'autant plus avec les réseaux sociaux maintenant, on est un peu mis à l'épreuve de ça. Et c'est une des choses que je trouve dont on se passerait bien, en fait. Parce qu'en fait, on reçoit toutes les critiques, en fait, et on les entend. Et on sait très bien qu'on pourrait avoir fait autrement. Et quand on fait une traduction, on est toujours obligé de faire des choix, en fait, sur une phrase. On fait des choix. Et donc, en fait, faire des choix, c'est renoncer aussi. C'est renoncer à d'autres choix. On le sait très bien. Et même nous-mêmes, à contre-cœur, on fait le choix de ne pas faire ce choix-là. Et si on nous le reproche derrière, comme un reproche gratuit, c'est un peu compliqué parce que, ouais, en fait, nous-mêmes, on est déçus de ne pas avoir pu faire autre chose et faire toutes les versions possibles de la traduction. Mais on ne peut pas, quoi. Non, je vais essayer de trouver autre chose, du coup. Alors, personnellement, ce que j'aime dans la traduction, c'est surtout le côté adaptation, donc écrire en français. Voilà, plus que de prendre le texte japonais et de le mettre mot à mot. J'aime travailler, réécrire en français, vraiment sélectionner chaque vocabulaire, comme j'expliquais tout à l'heure, tout ça. Et donc moi, ce que je trouve un peu frustrant dans ce métier, c'est quand il va y avoir l'équipe éditoriale qui repasse derrière, qui change tout. Voilà. Et puis bon, on peut rien dire parce que ce sont nos employeurs. J'ai envie de dire, c'est pas vrai, c'est nos clients, mais c'est l'éditeur qui va toujours avoir le dernier mot. Voilà, il faut le savoir. Et des fois, quand je reçois la version imprimée et que je me dis, ah, j'ai mis ça moi. Ah bah non, c'était pas du tout mon idée. Mais je n'emploie jamais cette expression. Ah bah non, c'était toujours pas moi. C'est un petit peu frustrant parce que j'avais mis cette expression pour une raison. On me l'a remplacée par autre chose. Je comprends pas toujours pourquoi. Voilà, c'est peut-être un petit conflit d'ego à ce niveau-là. Alors moi, je vais passer sur autre chose, un autre domaine. Alors, en fait. Plus que dans la traduction, c'est par rapport à notre statut. Voilà. Et oui, par rapport à notre statut, parce que nous sommes donc indépendants, freelance, nous sommes nos propres patrons. Et ça, pour avoir un logement,
C'est compliqué. Voilà. Nous n'avons pas de CDI. Nous ne pouvons pas, en tant que traducteurs, sous notre très 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 rare cas, avoir un CDI. Et ça, d'un point de vue de la société de tous les jours, c'est compliqué. Surtout de nos jours, avec la crise du logement. Moi, c'est plus ça que je reproche. Ou comme pareil, en fait, si on est malade, on est obligé de travailler parce qu'on n'a pas de congés payés. Les congés maladie, oui, on pourrait, mais ce qu'on nous donne en fait comme argent, c'est ridicule. Donc en fait, non, on est malade, on continue à travailler. On ne peut pas avoir de chômage, par exemple. Ça aussi, c'est compliqué. On peut se faire virer du jour au lendemain. Un éditeur décide de ne plus travailler avec nous, il nous retire toutes nos séries. Aucune justification, il n'y a pas de contrat pour une série entière, c'est des contrats par tome. Donc voilà, on n'est pas lié, rien n'oblige l'éditeur à continuer à travailler avec nous. Donc il faut qu'on établisse le lien de confiance, sinon ils peuvent se débarrasser de nous. La précarité, c'est vrai que c'est un sujet qui est important parce que en fait, le fait d'être comme ça, déjà tout seul, isolé chez soi, et puis d'avoir des revenus qui sont aléatoires et qui dépendent de la confiance qu'on nous fait, etc., fait qu'on est aussi à la merci en fait de certains éditeurs qui vont en profiter. Il y en a certains qui vont payer très mal les traducteurs, et ça me désole de voir que des collègues sont obligés d'accepter des conditions de travail qui sont très dures, qui sont obligés de travailler énormément pour réussir à juste s'en sortir. Voilà, il y en a qui en profitent aussi. Et voilà, c'est bien petit. On commence à se fédérer un petit peu, donc ça commence à bouger. Mais c'est vrai qu'on est aussi très, très précaire à ce niveau-là, même pour avoir des congés, des indemnités de congés maladie, etc. C'est quasiment impossible. En fait, on a un nombre de journées de carence qui est énorme, donc en fait, on n'est jamais malade. Pour avoir des indemnités, je sais pas moi, de congés maternité, c'est quand même la croix et la bannière pour les obtenir. Ouais. On en a, mais genre moi je sais que je me suis battue avec la sécurité sociale pour leur faire comprendre que non, je n'ai pas de fiche de paye à leur donner. Je n'ai pas 3 fiches de paye, donc il va falloir qu'ils fassent autrement. Et parce que vraiment, c'est un statut que l'administration ne comprend pas en fait. Donc c'est ça. Donc ça demande de se battre. Il faut se défendre tout le temps pour ses propres droits en fait. Mais à côté de ça, parce que là, bon, c'est vrai, là on montre le négatif, mais il faut aussi parler du positif. Ce qui est bien quand on est indépendant, c'est qu'on peut choisir avec qui on travaille et on n'est pas obligé de rester avec une seule maison d'édition et de rester avec eux, même si le catalogue nous intéresse pas ou nous intéresse plus à force. Là, au moins, on peut se permettre, à force de connaître les gens dans le milieu, de choisir vraiment nos séries et comme ça, si au bout d'un moment, il faut le faire même, hein, justement. Oui, il faut choisir ses séries. Il faut et puis varier en fait les gens avec qui on travaille. Ça nous permet aussi de voir avec qui on s'entend bien et si au bout d'un moment en fait on se sent plus à l'aise avec cette maison d'édition, c'est pas grave, on peut changer et trouver autre chose. Et ça, c'est vraiment. Ils sont 35. Je crois qu'on a 35 maisons d'édition. C'est énorme. Ouais. Il y en a de plus en plus chaque année qui se lancent. Quand on les calcule, toutes les petites maisons, il y en a tous les ans plein des nouvelles. Donc en fait, c'est énorme. On est le pays d'Europe qui a le plus de maisons d'édition de manga. Mais c'est vrai que c'est ceux qui démarrent qui sont le plus précaires en fait, qui sont obligés eux d'accepter des conditions parfois qui ne conviennent à personne en fait, et que tous ceux qui ont un peu de bouteille ont refusé en fait. Et donc eux, pour se faire un peu la main et pour se faire les premiers contrats, c'est ça qui fait de la peine en fait. C'est de voir qu'ils sont obligés d'accepter des tarifs qui sont parfois 4 fois moins élevés que ce qui se fait en moyenne. C'est-à-dire qu'ils vont vivre vraiment avec moins que le SMIC en fait, alors que c'est des compétences et un niveau de spécialisation qui est quand même très élevé. Ce sont des savoir-faire qui sont quand même très spécialisés. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule, mais c'est vrai que c'est bien aussi de le dire, parce que tout le monde ne vit pas à la même enseigne. Voilà. Mais c'est quand même cool d'être traducteur. Venez quand même. Restons sur notre positif. En fait, si on aime travailler de chez soi, ou en tout cas de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, vraiment foncez, parce que c'est quelque chose qui est très bien. En plus, maintenant, c'est vrai que c'est un métier solitaire à la base, qu'on est seul chez soi. Mais encore une fois, on est de plus en plus maintenant, grâce aux réseaux sociaux, connectés entre traducteurs. Et ça permet, des fois, quand on a des doutes, de parler avec nos collègues. Et juste, des fois, l'exutoire, de parler avec eux, de dire « Oh là là, il se passe ça, c'est dur ». Donc voilà, il y a plein de bonnes choses aussi dans le métier de traducteur. Je voulais juste là évoquer avec vous le fait qu'il y a aussi des côtés négatifs dans le statut, mais ce n'est pas tout. Il y a plein de positifs et c'est très chouette la traduction. Voilà, merci beaucoup. On va arriver au bout de cette table ronde. On va vous rappeler les rendez-vous de demain. Donc demain, vous pouvez retrouver nos 3 traductrices de manga de 14h à 16h. Donc Anaïs Queclin à la médiathèque Jean-Christophe Ruffin à Sens, Marie-Lou Leclerc à la médiathèque de Cerisier et Fédois Lamodière à la médiathèque de Gron. Donc de 14h à 16h, s'il y a des questions qu'on n'a pas posées ce soir, des questions qui vous reviennent, que vous voulez encore les rencontrer, leur reposer des questions, leur parler et tout, n'hésitez pas à venir nombreux. On remercie nos 3 traductrices.
Vous pouvez les applaudir. Merci à vous d'être venus. Merci. Merci pour les questions aussi, c'était intéressant. On vous remercie d'être venus ce soir à la table ronde, les rencontrer aussi. On est très content d'avoir pu vous voir et de vous intéresser à ce métier de traducteur qui est encore peu connu ou méconnu. On remercie toutes les personnes qui ont suivi cette table ronde sur Internet, sur la page Facebook du Conseil départemental de Lyon. Et on remercie encore l'Escale de nous avoir accueillis. Merci beaucoup.